En France, au bout d'une nuit de débat, les députés ont adopté ce samedi et sans surprise le projet de loi controversé transformant le pass sanitaire en pass vaccinal en deuxième lecture. Les débats se poursuivent à présent au Sénat. Ce samedi marque aussi la date butoir dans le pays pour des dizaines de milliers de passes sanitaires qui devraient être désactivés faute de rappel de vaccins anti-Covid. Pendant ce temps, à Paris, le port d'un masque à l'extérieur n'est plus obligatoire, un tribunal parisien ayant suspendu la mesure. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je trouvais ça un petit peu aberrant qu'on doive marcher dans la rue avec le masque. Donc c'est super. Enfin, on va pouvoir respirer. Voilà. Mais en fait, on l'a jamais trop porté. Mais je ne sais pas combien de temps ça a duré du coup cette obligation. Mais non, mais c'est super. On respire un peu plus aussi aux Pays-Bas qui affichent les restrictions sanitaires anti-Covid les plus dures d'Europe. Les mesures sont assouplies dès ce samedi. Les commerces, salles de sport, coiffeurs et les sex shops sont autorisés à rouvrir jusqu'à 17 h. Les bars, restaurants, cafés et les établissements culturels vont pour leur part rester fermés au moins jusqu'au 25 janvier. On termine ce point Covid avec l'Espagne qui a donné son feu vert à une 4e dose de vaccin anti-Covid pour les personnes très vulnérables. Elle sera administrée 5 mois après la 3e injection. Enfin, toutes les personnes de plus de 18 ans pourront désormais bénéficier d'une 3e dose de rappel. Le numéro 1 mondial de tennis Novak Djokovic renvoyé en rétention administrative ce samedi après l'annulation de son visa pour la 2e fois par le gouvernement australien. Non vacciné contre le Covid-19, le joueur serbe avait déjà été refoulé le 5 janvier dernier à son arrivée à Melbourne. Une participation à l'Open d'Australie semble donc de plus en plus compromise pour Novak Djokovic. Ses avocats ont cependant fait appel et une nouvelle audience est prévue dimanche matin. Le président serbe a lui remis en question certaines décisions de l'Australie. Si vous vouliez interdire à Novak Djokovic de remporter un 10e trophée à Melbourne, pourquoi ne l'avez-vous pas renvoyé immédiatement, a-t-il dit. Pourquoi ne lui avez-vous pas dit qu'il était impossible d'obtenir un visa pour votre pays ? Pour l'heure, le joueur n'est autorisé à quitter le centre de rétention que pour suivre en ligne les audiences judiciaires le concernant depuis les bureaux de ses avocats et sous la surveillance d'agents de la police aux frontières. Les autorités australiennes ont indiqué qu'elles n'expulseraient pas le tennisman d'Australie avant que les juges ne se soient prononcés. Pour Novak Djokovic, les rêves d'un 10e titre à Melbourne s'éloignent d'autant plus que cette annulation de visa, si elle est confirmée par la justice, implique qu'il sera interdit d'entrer dans le pays pendant 3 ans, sauf circonstances exceptionnelles. L'Ukraine frappée par une cyberattaque d'ampleur, elle aurait visé plusieurs ministères, assurent les autorités ukrainiennes qui pointent du doigt la Russie alors que les tensions entre les deux pays s'intensifient chaque jour un peu plus. Kiev assure avoir relevé des indices permettant d'établir l'implication russe dans ce piratage informatique. Nous savons tous que certains signaux et informations mènent aux mêmes techniques utilisées par la Fédération de Russie. C'est une agression de sa part à notre encontre. Européens et Américains ont condamné le sabotage. L'OTAN a notamment annoncé la signature dans les prochains jours d'un accord avec l'Ukraine pour renforcer leur coopération dans ce domaine. De son côté, Washington accuse Moscou de préparer et d'user d'opérations prétextes pour envahir l'Ukraine. L'UE, elle, est attentive et parée à manœuvrer. Nous sommes à un moment charnière. L'UE est clairement prête à répondre directement à toute agression, mais notre préférence va naturellement vers le dialogue et les négociations. Pour tenter de désamorcer la crise explosive avec la Russie, le président ukrainien a proposé une rencontre à 3 avec ses homologues américains et russes. Moscou dit ne pas voir l'intérêt de reprendre des discussions à court terme, diffusant en parallèle des images de manœuvres militaires se déroulant à une 50aine de kilomètres de la frontière ukrainienne. Les funérailles de David Sassoli, célébrées ce vendredi en Italie, ont été un moment de relative unité nationale. Tous ont mis de côté leurs divergences politiques pour rendre hommage à cet ancien journaliste devenu eurodéputé avant d'être élu président du Parlement européen. C'était un grand président en cela qu'il était toujours attentif aux faibles, aux personnes humbles, aux fragiles.
Il me semble important de rappeler la détermination avec laquelle il s'est toujours battu pour l'accueil des migrants et pour une Europe ouverte contre ceux qui voulaient plutôt l'enfermer dans des murs et des barbelés. Aperta contro chi invece la voleva chiudere nei muri e nei fili spinati. Un cordoglio. Au-delà des formules traditionnelles de condoléances, explique notre envoyé spécial à Rome, ce deuil a été l'occasion pour les leaders politiques italiens de démontrer un attachement à l'Europe, de faire preuve de sobriété, tout en se tournant vers la prochaine élection d'un nouveau président de la République. Il faut souhaiter qu'un climat de sérénité et de sens de l'intérêt général prévale chez ceux qui auront la responsabilité d'élire le futur président de la République. J'espère que tout se déroulera dans un climat de modération et d'harmonie, avec un engagement de tous en faveur du bien commun. La présidentielle italienne est prévue dans 10 jours. Une élection qui se déroule au suffrage universel. Ce sont essentiellement les parlementaires qui votent pour désigner le chef de l'État pour un mandat de 7 ans. L'actuel président Sergio Mattarella a fait savoir qu'il ne se représenterait pas. Ce 15 janvier, on célèbre en France et dans le monde du théâtre l'un de ses plus grands auteurs, Molière, qui aurait eu aujourd'hui 400 ans. Comédien et auteur favori de Louis XIV, il a écrit plus d'une trentaine de pièces et ballets qui connurent un immense succès. En élevant la comédie, considérée avant lui comme un genre mineur, il a donné un élan vital au théâtre. C'est un dramaturge d'une efficacité absolument dingue. La manière dont les personnages se prennent des portes nous feront toujours rire. Donc ça là-dessus, le Lazzi italien, enfin, il est dingue là-dessus. Il nous décrit avec une plume d'un acerbe tellement dingue. Je vois les malades imaginaires, par exemple, on pourrait toujours se dire, ah oui, d'accord, un professeur Raoult et Thomas Diafoirus, truc et machin, d'accord, on va se dire, ah c'est ça. En fait, finalement, ce qui nous fait le plus rire, et c'est un rire totalement effrayé, c'est que dans cette pièce, il y a une thématique sur la mort qui est absolument dingue. Dans la salle du Palais Royal de Paris, devenue depuis la Comédie Française, Le Roi c'est Molière, où il joua avec sa troupe jusqu'à sa mort. Voilà. On découvre dans les archives l'écho qu'a eu son théâtre en Europe. Le théâtre de Molière a été extrêmement important sur le plan international. Il a même fondé en fait certains théâtres nationaux qui adaptaient complètement ses pièces avec les langues locales et qui les agrémentaient, on va dire, à l'esprit de leur pays. Après des milliers de représentations, il meurt en 1673, le soir d'une représentation. Il avait 51 ans. Le journal d'un comédien de sa troupe a permis de rétablir la vérité. Molière n'est pas mort sur scène. Il a été pris d'un malaise sur scène, tandis qu'il jouait le rôle d'Argan dans Le Malade imaginaire, mais il est mort chez lui, donc à côté, rue de Richelieu, dans sa maison. Ce fauteuil a vraiment une importance particulière pour la troupe et puis de manière générale pour les personnels de cette maison, puisque c'est un fauteuil de scène par rapport aux objets qu'on a vus à la bibliothèque. La montre, c'est quelque chose qu'il avait dans la vie courante, on va dire, mais là, c'est la seule chose qui reste quelque part de son théâtre. Son héritage reste vivant, son théâtre toujours moderne et d'actualité, révélant les petits et grands travers de ses contemporains et de la nature humaine. Maurizio Cattelan présente en Italie jusqu'en février 2022 une exposition monumentale commémorant les attaques terroristes du 11 septembre 2001. Breath Ghost Blind, littéralement souffle fantôme aveugle, se déploie dans une dramaturgie en 3 actes, avec comme point culminant Blind, une tour en résine noire traversée par la silhouette d'un avion, une œuvre sur la douleur et sa dimension sociale. C'est l'un des plus grands peintres symbolistes européens, Ferdinand Hodler, eut un immense succès en Allemagne à l'orée du XXe siècle et la Berlinische Galerie de Berlin lui rend un bel hommage avec plus de 50 tableaux. Aujourd'hui, Ferdinand Hodler est incontestablement le peintre le plus populaire de Suisse et est considéré comme une figure clé de l'art moderne, aux côtés de Paul Cézanne, Vincent van Gogh ou Edvard Munch. Autour du classique de Gustave Flaubert,
Salembo. Le Mucem de Marseille présente une exposition des plus originales. Les éléments historiques et archéologiques qui ont inspiré l'écrivain se mêlent aux peintures, bandes dessinées ou films qui ont repris l'imaginaire exotique et érotique du roman. Une réflexion sur le pouvoir, la violence et le genre que l'on pourra voir ensuite à Tunis.